passed all 3 phases, doing as well or better than the men. I'm not competing with the men at all. I think that both men and women will be flying in space. When Cobb's results were made public, she instantly became a darling of the media. Then came the bad news. Jerry and 12 other women candidates were notified that all astronauts must be military jet test pilots. In those days, that meant men only. In 1962, Jerry Cobb took her case to Congress. The rules have been established to where it makes it impossible for women to meet the qualifications of astronauts. But now... Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du livre A Woman I Know. Je le mets là sur la vidéo, en bas à gauche dans la fenêtre. Et donc c'est une histoire, une intrigue qui est assez longue et complexe. Et en fait, donc on pense qu'on connaît toute l'histoire, mais en fait il y a une intrigue secondaire derrière les faits. En fait les faits c'est l'assassinat de JFK, John Fitzgerald Kennedy, le président des États-Unis ce jour-là. Et en fait c'est parlons de l'auteur justement, l'auteur c'est Marine Avensick. C'est une américaine écrivaine et cinéaste, et en fait elle a eu une information exclusive dans les archives nationales, donc elle a fouillé et elle a découvert le nom d'une agente de la CIA, parce que vous savez que les archives nationales, une partie a été divulguée au public, mais l'histoire de JFK elle est encore secrète parce qu'il y a encore des personnes qui sont encore vivantes, hein, elles ont 80 ans et tout ça quoi. Donc notre cinéaste, Marie a une information exclusive, donc elle a pu avoir le nom de l'agent de la CIA qui a participé au meurtre. Pour vous faire un résumé du livre, pour ceux qui ne veulent pas attendre l'histoire qui est longue et fastueuse, parce que je vais la raconter, en fait cet agent de la CIA a plusieurs couvertures, parce qu'elle a découvert ça dans les archives nationales, quoi. C'est caviardé, mais elle a pu avoir des noms de code, des lieux d'opération, des programmes de la CIA. Et le jour de l'assassinat, le 22 novembre 63 à Dallas, c'est ça je pense, voilà, à Dallas de JFK, il y avait une agente de la CIA sur l'aéroport de Redbird qui était au aux manettes d'un bimoteur en avion sur le tarmac. Et elle est restée 3-4 heures, elle était là ce jour-là, donc elle attendait le colis. Le colis, je suppose que c'était le pigeon là, Lee Harvey Oswald, quoi. C'est celui-là dont on l'a accusé de tous les maux du meurtre de JFK. Et donc elle est restée là dans ce bimoteur et il y a des témoins qui l'ont vu dans le cockpit et ils ont alerté la police, mais personne n'a bougé. Donc le bimoteur, elle attendait son colis, hein, elle attendait donc quelqu'un monte et elle s'est en allée après le meurtre ce jour-là, quoi. Et en fait, cette histoire, elle a commencé comment? Elle a commencé en fait, Marie Avensick a voulu créer un documentaire sur les pionnières, les femmes qui se sont présentées au programme de Mercury 7, si je me rappelle bien, si je ne dis pas des conneries, à la NASA. Et donc, il y a une femme qui va réussir tous les tests, hein, et cette femme s'appelle Jerry Cobb, en anglais, on dit comme ça Cobb. Et cette femme va réussir les tests, mais elle ne va pas être acceptée à la NASA parce que, comme il y a des machos, des hommes à l'époque, ils ne voulaient pas de femmes. Donc ils lui ont refusé le poste d'astronaute et donc elle est retournée à la vie civile. Et c'est comme ça que l'histoire commence, hein. Donc ça va devenir une agente de la CIA. Elle a une couverture, hein. Dans le livre on lit qu'elle a plusieurs couvertures avec des autres noms et tout, mais c'est la même femme, c'est ce qu'a découvert Mary Avensick dans son documentaire, dans son livre. Et donc cette histoire est vraiment très sérieuse parce qu'elle est documentée, hein. Donc on voit dans les livres qu'il y a des programmes. Elle était la traductrice officielle de Castro. Donc vous imaginez bien, une américaine espionne de la CIA qui traduit pour des documents en anglais pour un dictateur, quoi, pour Castro, toute la clique là, à Cuba. Et donc elle était sous surveillance à un moment donné, ça je me rappelle dans les livres, par la CIA. Elle écrivait des manifestes publics pour JFK. Donc vous savez que JFK, il y avait la CIA, il y avait les renseignements militaires, les programmes secrets d'assassinat, tant du côté militaire que de la CIA, elle avait la mafia, et il a été élu grâce à son père qui avait donné de l'argent à la mafia pour qu'il soit élu président des États-Unis, lui et son frère. Enfin, il y a tout un bazar, mais je vous assure que le livre, il est un peu long, mais une très belle histoire, bien documentée, bien fouillée. Comme je vous ai dit, Marie a bénéficié d'une information. Quelqu'un, en fait, elle a eu des menaces, quoi.
d'un représentant du gouvernement. Ils lui ont dit il ne faut pas s'intéresser à cette femme. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à s'intéresser à cette femme. C'est ce qu'elle dit, quoi. Mais moi, je pense, je vous le dis honnêtement, elle a eu une information exclusive. C'est pas possible de taper dans un million de documents, de comprendre qui fait quoi, tout ça. Et donc, dans le livre, on va voyager en Amérique du Sud parce qu'elle a infiltré, elle était la fiancée d'un trafiquant de drogue sud-américain. Elle va le balancer à la justice. Et donc là, elle va devenir une agent de la CIA aussi, quoi. Enfin, voilà, quoi. Il y a toute une grande histoire à raconter dans ce livre. Donc, si vous suivez la vidéo, je vais vous raconter l'histoire, entrer dans l'histoire du livre. L'histoire commence comme ça. Marie Avensick donc va réaliser son documentaire sur les pionnières de la NASA, les femmes qui se présentent dans le programme Mercury 7. Elles sont 12 femmes. Et je pense qu'il y en a une ou 7 qui vont réussir le stage de formation et c'est Jerry Cobb qui va le réussir toute seule au final. Mais comme je vous ai dit au début, elle ne va pas être acceptée à cause du machisme des hommes qui participent à ce programme pour aller dans l'espace. Ça, c'est l'acte 1. Ensuite, pendant qu'elle fait son documentaire, elle va s'intéresser finalement à Jerry Cobb parce que c'est elle qui va être choisie parmi les femmes, quoi, pour aller dans l'espace. Elle a son nom et elle raconte que, bon, elle va s'intéresser à elle, c'est normal, puisqu'elle réalise un documentaire. Et un jour, elle va partir avec sa femme, enfin, c'est des lesbiennes, quoi. Elle va partir avec sa femme en camping, elle s'installe au camping. Après elle, il y a une autre femme qui arrive, et ils vont naturellement faire connaissance en camping. Donc ça se passe aux États-Unis, hein, c'est ce qu'elle raconte dans le livre, Marie. Et donc, cette femme se présente comme une femme du monde du renseignement. Elle ne dit pas où elle travaille à l'armée ou dans les services secrets ou à la NSA, je ne sais pas quoi. Elle ne dit pas ça. Et donc, cette femme cette femme espionne va se lier d'amitié avec Mary et la femme de Mary. Et elle va raconter plein de choses, hein, de l'histoire du passé, hein, du temps de la guerre froide, quoi. L'espionne inconnue en camping. Et un jour, Mary est en Pennsylvanie, à son studio, et elle reçoit la visite de cette espionne. Et cette espionne la met en garde, lui fait des menaces voilées, lui dit « Écoute, il ne faut pas que tu t'intéresses à cette femme, parce qu'il y a des documents. » C'est ce qu'elle raconte dans les livres. C'est vraiment bizarre, quoi. Je vous le dis personnellement. Et elle lui fait des menaces, quoi. Elle lui fait comprendre que les documents sont classifiés, couvert sous le secret, que tu vas avoir des problèmes, voilà quoi. Et à partir de cet instant-là, Marie n'a pas apprécié, l'auteur du livre s'appelle Marie, elle n'a pas apprécié ces menaces, et donc elle va l'oublier comme elle l'avait connu, quoi. Donc elle fait une croix sur cette amitié, et en fait, mais oui, il va commencer à écrire Jerry Cobb, CIA dans Google, ça se raconte dans le livre, et bon, il y a toutes les histoires sur cette femme qui apparaissent, quoi. Et donc, elle continue et on voit en fait dans le livre qu'elle raconte, elle découvre dans les archives nationales, parce qu'elle va fouiller les archives nationales, des noms de code, des dates, tout est caviardé, elle trouve des expressions qu'elle ne comprend pas, en fait tout est fait pour pas qu'on comprenne quoi que ce soit, et elle va découvrir qu'en fait Jen Cobb et s'appelle en vérité Jerry Cobb, c'est ce qu'on voit dans le livre. Et donc l'histoire va commencer comme ça et elle va recevoir un document, c'est ce que j'ai compris, des documents exclusifs sur cette espionne de la CIA. Elle ne dit pas comment elle le reçoit, mais elle reçoit des documents de cette femme et elle comprend que c'est une agente de la CIA en faisant référence aux archives. Elle fait des corrélations avec des dates, des programmes d'assassinat, avec des noms, des directeurs nationaux de la CIA, tout ça. Mais je vais vous raconter je vais vous lire quelques belles phrases de l'introduction du livre. Dans Recherche documents sur Jerry Cobb, elle dirait qu'elle va parler des fausses identités dans le chapitre dans le monde du renseignement. L'espionnage, c'est comme la prestidigitation. Les services de renseignement comptent sur vos inévitables moments d'inattention pour vous faire avaler leur taux de passe-passe. Pour comprendre où est le truc, il faut d'abord savoir comment fonctionnent les espions et les magiciens. Comme je n'avais aucune expérience en la matière, j'avais que d'autres options de me plonger dans la littérature existante. Donc elle va commencer à se documenter sur le monde de l'espionnage. Elle va fouiller un peu comment ça fonctionne. Et tout ça pour vous dire qu'elle va comprendre que quand il y a des archives,
on cache le nom, bien sûr, de l'agent ou de l'espion, on le caviarde, donc elle comprend comment ça fonctionne le jeu, quoi, dans les archives nationales. Alors tous ces documents, bien sûr, tous ces dossiers concernant l'assassinat de JFK sont réunis et sont hébergés aux archives nationales à College Park, dans le Maryland. Alors, elle dira aussi que je ne savais toujours pas qui était au juste June Cobb. June Cobb, donc je vous ai dit, c'est l'alias, c'est le nom de couverture de Jerry Cobb, quoi, l'agent de la CIA. Mais elle figurait dans les milliers de pages de dossiers liés à l'enquête sur la mort de Kennedy. Au début, je n'ai pas compris grand-chose à ces textes impénétrables. Je cherchais désespérément un paragraphe qui fasse sens, qui raconte quelque chose de concret. Mais peu à peu, une image s'est dessinée de June Cobb. Elle s'appelait en fait Viola June Cobb. C'était son nom de couverture, quoi, à la CIA. Elle avait seulement 3 ans de plus que Jerry. Donc, comme je dis, c'est une couverture. Hein. Elle était blonde, comme Jerry. Jerry, c'est le vrai nom de l'espionne, quoi, dans la réalité, dans la vraie vie. Elle travaillait pour la CIA. Cette agente de renseignement, elle avait fréquenté Fidel Castro. C'était quelqu'un de plutôt intéressant. Elle travaillait directement au service, comme je l'ai dit au début, du leader cubain et à La Havane en tant que traductrice tout en l'espionnant. Mais qui est donc cette femme? Quelques clics de plus, j'ai fini par savoir que June Cobb était originaire de la même ville que Jerry. En fait, dans les archives nationales, elle lit sur des histoires sur June Cobb dans les documents, et en fait, c'est sa couverture, mais bizarrement, ça correspond à la réalité de Jerry Cobb, quoi. Donc là, dans le livre, elle va faire la corrélation entre les deux, quoi, le lien que June Cobb, l'agent de la CIA, qui est dans les archives nationales, c'est bien Jerry Cobb, quoi. C'est comme ça qu'elle va faire. Alors, bien sûr, vous allez me dire à ce moment du livre, si vous avez bien entendu tout ce que j'ai dit, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, vous allez me dire, c'est pas parce qu'on consulte les archives nationales secrètes caviardées et qu'on a une pile de documents top secrets sur une agente de la CIA que c'est bien Jerry. Donc, en fait, en lisant ces documents qu'elle consulte dans l'archive nationale, elle commence à comprendre, une image se dessine de cette personne, et il y a beaucoup de points communs entre June Cobb, l'agent de la CIA, et Jerry Cobb. Donc, il peut y avoir 1, 2, 3, mais là, on a 40, 50 énumérés. Donc, en fait, June Cobb, c'est bien Jerry Cobb. C'est bien une espionne qui était sur le tarmac de l'aéroport de Dallas le jour de l'assassinat de JFK, au volant, aux manettes d'un bi-réacteur. Pendant 3-4 heures, elle est restée sur le tarmac. C'est bien cette femme. Et donc, il y a une récapitulation. Donc, qu'est-ce qui fait que June Cobb est bien Jerry Cobb, l'espionne de la CIA? Parce que c'est une espionne de la CIA. Donc je vais vous lire des longues phrases. Donc sont toutes les deux blondes. Elles sont toutes nommées dans les archives nationales comme Cobb. Elles sont nées à Ponta City. Elles ont des carrés de pilote. Elles ont été dans le Piémont andin amazonien, comme j'ai dit, en lien avec le trafic de drogue, parce qu'elle a infiltré. C'était la petite copine d'un trafiquant de drogue. Elle l'a balancé. Elles avaient fait les Civil Air Patrol. Elles avaient des aventures dans l'espionnage. Donc leurs amants c'était aussi des pilotes. Elles maîtrisent tous les deux la langue espagnole. Ils ont eu des maladies tropicales. Ils ont travaillé pour les services gouvernementaux, des programmes top secrets dans l'entourage de Fidel Castro il y a près de 30 ans. Alors elle découvre aussi Maria Vinci dans les archives que dans leur relation ils ont beaucoup de figures elles connaissent beaucoup d'hommes politiques latino, des manias des affaires, des célèbres artistes. Alors, toutes deux connaissent des clés et des personnages clés de la Maison-Blanche susceptibles d'intervenir au cas où on leur ferait des difficultés au moment de passer les contrôles douaniers lors de leur fréquent retour aux États-Unis, quoi. Alors, ça peut paraître difficile à croire, mais on a deux petites blondes provinciales, la couverture et la réalité, qui correspondent à cette femme quoi, qui s'appelle Jerry Cobb, quoi. Alors, cerise sur le gâteau, elle dirait que tous les deux ont été salariés du groupe de presse Time Life. Ils ont toutes les deux des projets de films, toutes les deux ont travaillé pour des compagnies pétrolières, toutes deux ont fait l'objet de portraits biographiques détaillés dans la presse américaine, toutes deux ont témoigné devant le Congrès. Alors elle dirait qu'elle a croisé Jerry dans une salle du Capitole, l'audience du Capitole, juste 72 heures avant que June n'y soit convoquée pour une réunion secrète, quoi, pour une session secrète. Alors, elles ont toutes les deux vécu dans les années 60 comme des nomades, dépendant de l'hospitalité d'amis de connaissances, fréquentaient les mêmes villes à travers les mêmes personnages. Alors, elles ont eu des problèmes financiers, toutes les deux. Elles ont toutes les deux disparu pendant des longues phases de leur existence. Toutes les deux avaient d'excellentes relations dans les milieux de la presse américaine internationale aussi.
Tous les deux utilisaient un pseudonyme pour initial dans les documents GC. GC, c'est leur initial dans les rapports des archives nationales, quoi. Alors, il faut savoir aussi que Ginny Cobb est hostile à la politique de JFK. Toutes deux se trouvaient au Mexico 6 semaines avant l'assassinat du président américain. Elles sont impliquées d'une façon ou d'une autre dans les événements qui lui sont liés. Enfin, toutes les deux ont vécu dans le plus strict isolement tout au long de l'enquête sur cet attentat, quoi. Alors, il faut dire aussi que Ginny Cobb a été désignée comme persona non grata dans certains pays, quoi. Donc partout où elle est passée, il y a eu des problèmes, quoi. Et donc voilà, c'est ce qui est dit dans le livre, quoi. Donc comme je l'ai dit là, donc les conclusions, c'est Ginny Cobb dans les archives nationales, c'est bien Ginny Cobb dans la réalité. C'est bien l'espionne qui était au volant du bimoteur sur l'aéroport, quoi, de Redbird. Toujours dans les dossiers que Maria Vincic a consultés aux archives nationales sur l'assassinat et le complot de JFK, elle va découvrir des cryptonymes. Alors les cryptonymes, à l'époque de la guerre froide, on utilisait la seconde moitié d'un cryptonyme, c'est en fait un mot qui révèle souvent quelque chose sur la personne concernée ou sur sa mission. Pour mieux comprendre comment fonctionnent les cryptonymes, on peut prendre l'exemple de celui-là de John Kennedy, qui s'appelait en fait JPA idéal, JP désignant le gouvernement, idéal pour étonnamment était le mot censé décrire le président. Alors, on voit dans le livre qu'il y a certains dans les documents, on voit que certains présidents d'Amérique du Sud avaient leur propre cryptonyme, quoi. Alors, le mot caractérisant la mission de Ginny Cobb à Cuba, donc le vrai nom de l'espionne, quoi, était UPAS. UPAS est un venin mortel, l'UPAS, quoi, c'est un venin mortel extrait de la sève d'une plante asiatique. L'antiaris est utilisé pour fabriquer des pointes de flèches empoisonnées. Elle avait aussi un autre cryptonyme au Mexique qui était Cookie, un mot désignant l'argot assez vieillot, désignant une femme séduisante. Et si l'on en croit les deux cryptonymes, Jim était considérée en fait dans les documents comme à la fois très attractive et suprêmement dangereuse, quoi, suprêmement dangereuse. C'est comme ça qu'on trouve dans les archives nationales américaines les cryptonymes de Ginny Cobb, quoi. Alors, il y avait aussi un autre pseudonyme de June, c'était aussi Joyce H. Pinet, enfin voilà, quoi. Voilà, c'est un peu compliqué le cryptonyme, quoi. Alors, il y avait aussi des autres cryptonymes de Ginny Cobb, c'était June, Annabelle Wilson, June Sharp, Clarinda Sharp, par exemple, ça en était un. Alors, dans les archives, on découvre aussi que lorsqu'elle se réunissait avec son officier traitant, Ginny utilisait le nom d'Annabelle Wilson, ou bien Anna, en abrégé. Lorsqu'elle recevait du courrier d'un contact à New York, l'enveloppe était adressée à Clarinda Sharp. Lorsqu'elle communiquait par téléphone sur une ligne sécurisée avec le siège de la CIA, elle se présentait tantôt comme John Corwin, tantôt comme June Corwin, June Cobb Sharp. C'était un sobriquet que l'agence lui avait attribué dans les années 70 en ajoutant le patronyme, quoi. Elle découvre aussi dans les archives nationales, en parcourant les documents de la CIA de la JFK Record Collection, elle a esquissé un portrait de Ginny Cobb, donc elle dira aussi qu'elle était présente en Amérique du Sud dans les années 1940. Elle avait un amant qui produisait de la drogue pour exporter à Cuba. Parce que vous savez qu'il y avait la mafia sur le Cuba à l'époque, c'est eux qui ont construit les hôtels. Moi j'ai déjà été à Cuba, je ne sais pas si vous avez été, vous avez vu les beaux hôtels, les bâtiments. C'était une île qui était conquise par les Américains, par les Espagnols. Ils n'ont jamais été indépendants, mais si vous voyez les belles façades, les beaux monuments, c'est très beau, quoi. Et donc j'en reviens à l'histoire parce que donc son amant fabrique de la drogue, il l'exporte à Cuba, et donc elle vit avec lui dans la jungle, et elle va aider le gouvernement des États-Unis à démonter les laboratoires. Après quoi, comme elle va collaborer avec les services gouvernementaux, elle va se faire passer pour une partisane de Castro, donc elle va aller à Cuba, elle va devenir traductrice officielle tout en étant un agent double, en fait. Donc elle traduit les documents pour Castro. Elle est tantôt décrite dans le document comme une secrétaire de direction, pas une secrétaire, quoi. Et elle va essayer de monter à la tête dans l'entourage de Castro pour qu'il le trahisse, quoi. Et il y en a un qui va se faire capturer, un Américain,
Et lui, il va avoir droit au peloton d'exécution, quoi. Voilà. Alors, lors de la phase initiale de sa carrière d'espionne, les rédacteurs d'un dossier la décrivent parfois comme la secrétaire de Fidel Castro, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'ils disent, quoi. Et tout ça, ça a lieu pendant la guerre froide, hein, tout ce que je vous raconte, quoi. Et donc, elle va essayer d'encourager les membres de l'entourage de Fidel Castro à trahir leur chef, quoi. Alors, si les Cubains l'avaient démasqué, donc comme je dis, c'est le peloton d'exécution. Donc, en fait, il y en a un collaborateur à elle, un Américain, qui s'appelle William Morgan. Comment vous expliquer alors, il y a une note sur le bas de page dans l'histoire de l'époque. Donc, c'était aussi un agent secret qui n'avait jamais eu... mais lui s'est fait attraper. Voilà. Donc, lui s'est fait attraper, il a eu droit au peloton d'exécution, quoi. Alors, bien sûr, elle n'a pas de feuille d'impôt, c'est ce qu'elle va découvrir dans les documents, son dossier, pas de dossier de sécurité sociale. Alors, il semblerait qu'elle ait payé des impôts sur le revenu sous 2 identités différentes. Alors, lorsqu'elle est entrée à la CIA en 60, elle avait déjà occupé de nombreux emplois, pour qu'elle devait avoir un numéro de sécurité sociale, un numéro qui n'est pas normalement attribué à chaque citoyen, qu'une seule fois au cours de son existence. Elle en avait 2, quoi. Dans les 2 premières années de travail à la CIA, elle a payé des impôts sur le revenu, même si elle remplissait parfois sa déclaration avec du retard. Nous savons qu'elle avait un dossier de sécurité sociale, comme le décrit une note interne datant de 1961. En 1963, alors que Jerry Cobb avait 35 ans, la CIA lui a soudainement attribué un numéro de sécurité sociale. Alors, le département de la sécurité de la CIA a reçu l'ordre de fournir un numéro de sécurité sociale à Viola June Cobb, son nom de couverture, le 5 août 1963, alors qu'elle travaillait pour l'agence depuis 3 ans. Pourquoi June avait-elle besoin d'un nouveau numéro de sécurité sociale et sous quel nom payait-elle ses impôts auparavant? Voilà qui suggère la possibilité d'une double identité pour Viola June Cobb et laisse planer le doute sur le fait qu'il s'agisse bien de son véritable nom de naissance. Donc, on arrête de parler de couverture, de cryptonyme et tout le tralala. Viola June Cobb, c'est bien Jerry Cobb dans la réalité. Jerry Cobb, c'est son vrai nom, pour ceux qui ont compris. Je vous ai dit, moi j'ai lu le livre, on s'y perd parfois, quoi, dans ces histoires de June Cobb, parce qu'on ne comprend pas très bien qui est June Cobb, est-ce que c'est Jerry Cobb ou pas, quoi. Si vous lisez le livre, c'est Jerry Cobb, c'est l'espionne de la CIA, quoi. Voilà. Donc ne soyez pas trop perdus quand vous voyez tous ces noms de cryptonymes, quoi. Dans le livre, on va passer au chapitre Dallas, le jour de l'assassinat de JFK, de Kennedy. Il y a les confidences de l'espionne. Hein. Donc en fait, Maria Vincic a enquêté pendant 10 ans, 10 années, elle est restée en contact. Elle est partie en vacances avec l'espionne de la CIA, Jerry Cobb. Elle a voyagé avec elle, ils ont dormi dans le même hôtel, dans la même chambre, ils ont passé des soirées ensemble. Et en fait, Maria Vincic, pendant ces moments intimes, a essayé d'interroger l'espionne de la CIA, quoi. Donc un très très gros chapitre, en fait, qui apporte beaucoup dans la réalité, qui apporte beaucoup de réponses à des inconnus, quoi. Et donc, je vais vous lire ces questions-réponses, les idées de Maria Vincic, donc l'auteur du livre, qu'est-ce qu'elle dira sur l'espionne, quoi. Alors, elle dira d'abord que l'agglomération de Dallas-Fort Worth est desservie par 3 aéroports, par Dallas-Fort Worth International, Dallas Love Field et Addison Airport et l'aéroport de Redbird, réservé aux vols privés, qui s'appelle aujourd'hui Dallas Executive Airport. Alors, elle dirait qu'elle n'a pas beaucoup d'éléments à sa disposition, mais elle savait qu'à l'époque, Jerry pilotait un bimoteur léger d'aéro Commander 7 places. Si June et Jerry Cobb étaient la même personne, l'avion qui pilotait Jerry serait du même modèle. Surprise, après une recherche exhaustive dans les archives de JFK, il découvert qu'un avion de ce type était bien présent à Redbird ce jour-là, quoi. Donc, vraiment, cette espionne qui s'appelle Jerry Cobb, c'est vraiment elle, quoi. Il n'y a pas de doute. Le 22 novembre 1963, des habitants du quartier avaient en effet remarqué une activité insolite sur une piste périphérique de l'aéroport de Redbird peu de temps après l'attentat. Un bimoteur privé y stationnait pendant plus de 3 heures, laissant tourner ce moteur sans jamais décoller. Le vacarme était si fort que les gens avaient du mal à suivre les sinistres nouvelles commentées par le présentateur vedette de l'époque, Walter Cronkite, sur l'écran de leur téléviseur. Certains voisins s'inquiétaient même d'un possible lien entre cet avion et l'attentat. Ils prirent donc la peine de signaler l'incident aux stations de télévision locales.
laissant ainsi dans les annales les traces de cet étrange événement. Alors personne ne sait quelle est exactement la stratégie de fuite de Lee Harvey Oswald, quoi. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il a quitté les lieux du crime, il devait quitter les lieux du crime via Redbird, quoi. C'est ce que pense l'auteur du livre, quoi. Alors elle raconte qu'il a pris d'abord un bus en direction de l'aérodrome. Lorsque le véhicule s'est trouvé bloqué par l'embouteillage, il est sorti muni d'un billet de correspondance pour notre bus, hein, donc on parle de Lee Harvey Oswald, quoi. On ne sait pas ce qu'il a fait après être rentré dans le taxi jusqu'à chambre d'hôte. Puis il est reparti à pied. Mais du côté où il se dirigeait, il y avait une station de bus qui aurait pu lui permettre de se rendre à Redbird. Et lors de son arrestation par la police de Dallas, il avait encore dans la poche un billet d'autobus valable pour cette destination. Voilà, quoi. Si Jerry et June étaient la même personne, le secret que protégeait leur identité avait quelque chose à voir avec Redbird, quoi. Point d'interrogation, quoi. Et donc elle dirait que si June Cobb avait tant de secrets disséminés, j'ai fini par réaliser que justement, apparemment, la seule personne au monde en mesure de le percer, c'était elle, quoi. Lorsque le Congrès avait lancé une commission d'enquête sur l'assassinat de JFK, June était en tête des listes de témoins. Les enquêteurs ont demandé à la CIA de la faire comparaître, donc l'alias, quoi, qui était connu, c'est June, de la faire comparaître, mais l'agence de renseignement a prétendu avoir perdu sa trace et elle leur a suggéré de partir en quête d'une certaine June Cobb Sharp, résidant à New York. Voilà, quoi. Donc, en fait, la CIA cachait l'identité de la vraie escorte, quoi, de Jerry, quoi. Selon cette piste, June Cobb aurait donc été mariée à une personne nommée Sharp. Donc c'était faux, quoi. En fait, elle dit qu'elle n'en était rien du tout. La mystérieuse espionne dont l'existence semblait reflétée dans l'ombre de celle de Jerry n'a jamais été appelée à témoigner sur l'assassinat de Kennedy, quoi. Voilà, quoi. Alors, dans ces moments, qu'est-ce que j'allais dire, dans ces moments d'approche, dans cette phase d'approche, en s'approchant de l'espionne, quoi, pendant ces 10 années, dans un moment intime, donc il y a des passages très éclairants sur le personnage de l'espionne de Jerry Cobb, parce qu'ils vont avoir des échanges. Jerry va pleurer, elle va avouer certaines choses, quoi. Et donc elle les retranscrit dans le livre, quoi. Donc je vais vous lire ça, quoi. Donc pendant une de ces nombreuses soirées où Maria Wensick, l'auteur du livre, questionne Jerry Cobb, l'espionne de la CIA, qui a fait partie du complot de l'assassinat de JFK, pardon. Et donc, il va y avoir un échange entre eux, hein, dans un restaurant ou dans une maison, enfin, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que pendant 10 ans, elle a fréquenté cette espionne, elle a rencontré, elle est partie en vacances avec elle, ils ont fait beaucoup d'activités. Donc, il va y avoir des échanges en privé entre eux, quoi. Donc, Maria Wensick dit que Redbird, l'aéroport de Dallas, Redbird, le jour de l'attentat, le 22 novembre 1963, le jour où Kennedy a été assassiné, Jerry, c'est l'espionne de la CIA, elle était enfoncée dans son fauteuil. Elle avait le souffle coupé. Je n'avais jamais contemplé une réaction aussi intense de sa part. On aurait dit qu'elle avait encaissé un coup de poing dans le ventre. Jusque-là, rien de ce que je lui avais raconté ne lui avait posé de problème. Donc, voilà, quoi. Vos propres souvenirs sont décrits comme des secrets de l'État. L'autre répondra, l'agent de la CIA répondra, on s'en moque, on continue. Vous avez un quasi-sosie qui porte le même nom de famille que vous, qui se retrouve systématiquement dans les mêmes endroits que vous au même moment, y compris dans l'une des régions les plus isolées de la planète et qui attrape les mêmes maladies. Aucune importance. Tout cela semble intimement lié à l'assassinat de Kennedy, c'est ce qu'elle demande. Pas de quoi s'inquiéter, mais on mentionne Redbird devant vous, et alors là, vous craquez complètement. Les yeux levés vers le plafond, Jerry a éclaté en sanglots. Elle luttait désespérément pour contenir ses larmes que je voyais perler sur ses paupières. Ce combat intérieur éprouvant a duré un certain temps. Lorsqu'elle a fini par se convaincre qu'elle ne pouvait plus résister, elle a baissé de nouveau la tête, m'a regardé dans les yeux et s'est adressée à moi d'une voix rauque. J'y étais ce jour-là, à Redbird. Vous étiez à Redbird à Dallas le jour où Kennedy a été assassiné, vous et pas June Cobb, c'est ça? Elle a dit oui. Donc je vous ai dit, c'est la confirmation. June Cobb est bien Jerry Cobb dans la réalité, quoi. Elle avait retrouvé son calme et parlait normalement. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je pilotais un vol charter avec quelques passagers en provenance de Miami. C'est le genre de trajet que je faisais habituellement. Et j'avais été engagé par une équipe de Life Magazine, qui couvrait la visite de Kennedy. Il y avait des journalistes, des photographes, Jane Ricker et autres.
j'ai la liste des passagers, je peux vous la donner. Nous étions partis le matin même de Miami et une fois atterris, nous avons stationné sur le tarmac sans laisser sortir personne. Vous étiez sur le tarmac et personne n'est sorti. Oui, on est resté là à attendre. Et puis la nouvelle est tombée, il s'était passé quelque chose. Elle s'interrompt, et puis comme si elle revivait ces instants. Donc, vous étiez arrivé avec une équipe de journalistes, et vous étiez resté là à attendre sans vous rendre en ville. Puis on vous dit que quelque chose s'était passé, et vous parlez d'attentat. Oui, on attendait toujours, et j'avais peur qu'il ferme complètement l'espace aérien. C'est ça qui vous préoccupait. C'est ce qui se passe quand il y a ce genre d'événement, et moi je voulais pouvoir décoller avant qu'il ferme l'espace aérien, où c'était déjà sur la piste. Ah, mais vous étiez au courant qu'il venait de se passer quelque chose? Oui. Vous savez Kennedy venait d'être assassiné? Oui. Comment l'avez-vous appris? À la radio, alors que quelqu'un est venu nous le dire? Donc, vous ne vous rappelez pas exactement comment vous avez appris que le président Kennedy a été assassiné? Non, j'en suis pas sûr. Vous étiez au courant pour Kennedy? Vous avez ressenti quelque chose? Oui, je m'inquiétais de ne pas pouvoir décoller. Apparemment, l'auteur dit que ce qui la préoccupe, c'est le redécollage, c'est pas l'assassinat, quoi. C'est la possibilité de repartir, pas la mort de Kennedy, quoi. À propos de l'attentat lui-même, ces circonstances, elle utilisait un langage assez vague de formule. Il s'est passé quelque chose. On a eu d'autres informations. Les mots assassinat, coup de feu ou mort n'avaient pas de place dans son récit. Sa version des faits est la suivante. Elle avait piloté de Miami à Dallas dans un avion affrété par une équipe de reporters de Life Magazine. Mais à leur arrivée, ils étaient restés bloqués sur le tarmac pendant que se déroulait l'événement du siècle, sans que personne sorte de l'avion pour le couvrir. Ils avaient stationné sur la piste en attendant quelque chose. Et pendant tout ce temps, Jerry était prête à redécoller, mais elle craignait qu'Air Force One, l'avion présidentiel, n'ait pas la priorité absolue que l'espace aérien soit fermé aux autres vols. C'est dans ces circonstances, alors qu'elle stationnait sur la piste, qu'elle avait appris la mort de Kennedy, après quoi elle et ses passagers avaient continué d'attendre. Au final, suite à une nouvelle série d'informations, elle avait réussi à décoller, juste avant que l'espace aérien soit de nouveau interdit. Je l'avais laissé raconter son histoire sans jamais interrompre. Pour des questions évidentes de détails bizarres ou absurdes, elle était consternée. C'était son histoire, elle me l'avait confiée. J'en avais maintenant le dépositaire. Pendant tout ce temps, c'est moi qui l'avais interrogé. Mais alors que nous arrivions au terme de cette conversation et que la fatigue se faisait sentir, c'était la dernière question. Comment est-ce que vous savez tout ça? J'en sais rien, j'ai simplement deviné, quoi. Voilà. Donc en fait, dans ce que je viens de vous raconter, l'auteur dit qu'elle avait des journalistes, mais en fait, en réalité, elle n'avait pas de journalistes. Elle était tout seule dans l'avion, quoi. C'est ce que l'auteur va découvrir plus tard grâce aux archives, quoi. L'avion était vide, elle est restée là 3 heures sur le tarmac. Le moteur fonctionnait, elle était aux manettes, elle attendait que le colis monte. Comme je dis, le colis, c'est mon théorie, c'est Lee Harvey Oswald. Parce qu'on n'attend pas pendant 3 heures pendant que le président soit assassiné, on n'attend pas dans un bimoteur sur l'aéroport qui fait du boucan, quoi. Voilà, quoi. Donc ça, c'est la réalité, quoi, des choses, quoi. On va continuer dans ces questions-réponses entre l'auteur et l'expert de la CIA. Nous sommes restés dans le salon quelques minutes pour décompresser. La nuit était douce. Nous étions censés installer nos sacs de couchage sur la véranda fermée de la maison. Mais le soleil venait tout juste de disparaître à l'horizon. Et voilà que Jerry est réapparu en chemise de nuit sur le seuil de la pièce. Ce n'était pas pour reprendre la conversation, c'était beaucoup plus direct et unilatéral. Elle avait un message à faire passer. Vous savez, Fidel, je le connaissais. C'est ce qu'elle dit, quoi, l'espionne. J'ai eu de nombreuses occasions de lui parler. Ses opinions, je les connaissais. Il n'était pas communiste. Il ne serait jamais tourné vers le communisme si nous l'avions soutenu. Il n'était pas contre les États-Unis, pas au début. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il avait besoin d'argent pour maintenir Cuba à flot. Et il a demandé notre aide. C'est ce qu'elle dit, l'espionne, Jerry Cobb. Il avait besoin d'argent, mais nous n'avons pas voulu l'aider. Nous l'avons snobé. Il s'est donc tourné vers la Russie. C'est ce qu'elle dit, quoi. Mais Fidel n'était pas communiste. Il a changé parce que la Russie l'a aidé et que nous n'avons rien fait. Ça s'est passé à peu près 3 semaines après qu'il a pris le pouvoir. C'est à ce moment-là que nous avons perdu Cuba. C'est ce qu'elle dit. Vous avez entendu, hein? Très intéressant. C'est vrai. C'est très plausible qu'il s'est tourné vers la Russie parce que les États-Unis n'ont pas voulu l'aider, quoi. On continue, hein. Mais vous l'avez connu quand Fidel, avant ou après son arrivée au pouvoir. Avant, quand il était dans les montagnes qui sillonnaient le pays, j'étais avec lui. Et lui, à la même époque que l'acteur Errol Flynn. Jerry m'avait parlé d'Errol Flynn un jour, où notre bateau de croisière longeait les côtes cubaines.
Comme si de rien n'était, elle m'avait dit qu'elle le connaissait. Je comprenais maintenant qu'il y avait dans son esprit un lien direct entre l'acteur et Cuba. Elle semait des indices à mon intention, elle avait séjourné dans la propriété jamaïcaine de la star de Hollywood et avait de bonnes relations avec lui. Or, Flynn, elle était l'un des rares Américains à avoir interviewé Fidel Castro dans la Sierra Maestra, le berceau de la Révolution. Vous savez, quand vous allez à Cuba en vacances, moi j'ai rencontré des guerrilleros, parce que vous voyez beaucoup de portraits de Castro, vous avez des papis qui ont fait la révolution à l'époque contre Batista sur l'île. Et on voit tout ça, hein. C'est des monuments de l'histoire. Moi je les ai vus ces gens-là. Je leur ai parlé, hein. J'ai même des photos avec eux. Il avait accompagné, je continue, hein. Il avait accompagné les troupes de Castro dans leur traversée de l'île. Les relations avec Jerry, avec Errol Flynn lui auraient été servies de carte de visite auprès de Fidel. C'est ce que se dit Mary Avensick. Quand Jerry entrouvre une porte sur ses secrets, elle attendait à le refermer très vite. Je me suis empressé à lui poser quelques questions avant qu'elle ne retombe fatalement dans son silence habituel. Et chez Guevara, c'est un communiste pur et dur, lui? Il n'a pas influencé Fidel? Le Che, j'en sais rien du tout. C'est juste un révolutionnaire, dira. Et puis il est mort, vous savez. Point d'interrogation. Le ton agressif et narquois sur lequel elle prononçait cette phrase montrait que cette mort ne l'avait pas chagrinée. Mais avec Fidel, c'est autre chose. Je sentais bien qu'elle éprouvait du respect pour le leader cubain. Et je lui ai demandé ce qu'elle pensait de l'homme. Donc Jacob va dire ça. Je l'aimais bien, il était intelligent. Nous l'avons soutenu et nous l'avons aidé à prendre le pouvoir. Il ne serait pas devenu communiste si nous ne lui avions apporté un soutien financier qu'il demandait. Je suis absolument certaine. D'après elle, donc Marie dit, d'après elle, Washington avait mal réagi face à Castro et commis des erreurs diplomatiques catastrophiques au cours des premières semaines de son régime. J'avais l'impression qu'elle me racontait tout cela pour que je me rende compte qu'elle savait exactement à quel moment précis Castro avait fait le choix de l'alliance avec les soviétiques, à un moment qu'elle était capable de calculer à l'heure près. Sur ce, la conversation s'est terminée aussi brusquement qu'elle avait commencé et Jerry est parti se coucher. Michel et moi, Michel c'est l'ami, c'est des lesbiennes, enfin pardon, je ne sais pas si on peut dire des lesbiennes, c'est la femme de l'autre femme, quoi, de Mary. Voilà, donc ils se sont dit en fait que Jacob connaissait bien Fidel Castro, quoi. Donc vous voyez, dans les moments personnels, l'auteur découvre des choses intéressantes, quoi. Donc on va continuer, hein. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. J'étais enfant à l'époque, alors que votre point de vue m'intéresse. Vous savez que certaines personnes haïssent Obama. Je veux dire, ils l'haïssent vraiment. Il m'est arrivé d'être déçu par un président que je conçois, pas qu'on puisse haïr un président comme certains le font aujourd'hui. S'agissant de Kennedy, je sais qu'il y a des gens qui le haïssent comme d'autres haïssent aujourd'hui Obama, peut-être plus. Même le jour de sa mort, quelqu'un a publié des annonces haineuses contre lui dans le journal de Dallas. Il ne pouvait juste pas le supporter. Vous l'avez connu cette époque, et vous savez ce que les gens pensaient de Kennedy. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il était autant détesté? Il était trop à gauche. C'était sa politique? Oui. Sa politique intérieure ou sa politique étrangère? Intérieure. Ok, mais le fiasco de la baie de Cochon, tous ces types qu'il a laissé tomber, là, Jerry ne dit rien. Maintenant, passons à l'enquête dans le livre. Toujours d'après les archives, les informations exclusives que l'auteur Marie Avensick a bénéficié, on va parler de l'avion. On retourne dans l'avion parce que l'avion est vraiment quelque chose d'étonnant pendant l'assassinat de JFK sur l'assassinat et le complot. Donc, comme je vous ai dit, il y a l'avion sur l'aéroport de Redbird, hein, c'est un aéroport privé. Donc, Jacob était aux manettes de l'avion. Elle attend pendant 3 heures le moteur qui tourne, quoi. Donc, l'auteur du livre va compléter l'épisode. C'est très instructif, mais imaginez la suite. L'avion prend la direction du Mexique. Donc, elle a fouillé dans les archives nationales et c'est ce qu'elle découvre. L'avion prend la direction du Mexique, c'est le plan de vol, quoi. Jerry ne m'a pas dit où elle est allée avec son avion une fois partie de Redbird. La vitesse maximale de l'aérocommander était de 420 km/h et il pouvait parcourir 600 km sans qu'il y ait besoin de refaire le plein. Mexico était à 3h30, tout à fait dans ses cordes. Dans la soirée du 22 novembre 1963, un bimoteur privé est arrivé à Mexico avec à son bord quelqu'un qui allait à Cuba. Les autorités américaines n'ont enquêté sur l'incident qu'une semaine plus tard, quand les sièges de la CIA
est envoyé à la station de Mexico sous le nom de code GP Flor, ce qui signifiait qu'elle avait un rapport avec Oswald. Donc GP Flor, c'est l'acronyme de Oswald, de Lee Harvey Oswald, quoi. Les instructions étaient les suivantes. HQS a reçu un rapport que le jour de l'assassinat de Kennedy, un appareil cubain a retardé son départ de Mexico de 5 heures, en fait de 17h à 22h, attendant un passager important arrivé à l'aéroport de Mexico dans un bimoteur privé vers 21h30 heure mexicaine. Passager directement transféré dans l'avion cubain sans passer par les douanes et l'immigration. Resté dans la cabine des pilotes jusqu'à La Havane. Ci-dessus, d'un diplomate colombien passager dans le même avion pour La Havane. Demande que vous ayez identifié et déterminé la raison de ces actions inhabituelles à l'aéroport. Donc ça c'est dans les archives, ce qu'elle a reçu comme document, qu'elle a découvert, quoi. Donc on continue, très intéressant. Un bimoteur privé est arrivé à Mexico avec un passager à destination de Cuba. Et comme ce passager a évité les douanes, nous savons que ce n'était pas un Mexicain. Un avion de ligne cubain a entendu cet avion et retardé son départ de 5 heures parce qu'il attendait quelqu'un qui avait à l'évidence été retardé. Le passager mystérieux a rejoint les pilotes dans leur cabine et s'est envolé pour Cuba sans passer par les formalités requises à Mexico. La CIA considérait que l'incident avait un rapport avec Lee Harvey Oswald parce que ça ressemblait à une voie de sortie pour lui et pour tous ceux qui l'avaient aidé. Et en fait, cette opération d'extraction, c'est comme ça qu'on dit, elle portait un nom, c'était Z-Rifle, donc Zeter Rifle en anglais, quoi, avait pour objectif secondaire d'imputer la responsabilité de l'assassinat de Kennedy à Castro. Un passager s'enfuyant en Cuba en faisant tout pour attirer l'attention n'aurait pas été inutile. Si Oswald avait pu monter à bord d'un avion appartenant au gouvernement cubain qui avait retardé son départ pour l'attendre, alors tout aurait accusé Castro. Il suffit pour s'en convaincre d'observer ce qui s'était passé si le domino était tombé autrement. C'est-à-dire si Oswald avait réussi à se rendre à l'aéroport de Redbird sans être retardé. S'il est arrivé entre 13h et 13h30, le bimoteur Jerry aurait pu décoller pour Mexico et aurait atterri à 17h. Le décollage de l'avion cubain était prévu pour 17h. Mais il avait des instructions pour attendre, car le passager mystérieux pouvait avoir du retard. Ces mouvements non dissimulés n'auraient pas pu être remarqués par des témoins qui auraient rendu compte une fois la fuite accomplie, quoi. Vous voyez, s'il avait réussi, il serait à Cuba, quoi, Lee Harvey Oswald. Les événements, c'était le plan, c'est ce qu'elle découvre dans les documents, quoi. Si les événements à Mexico auraient pu eux aussi se dérouler autrement, si Harvey Oswald avait pris le vol pour La Havane, le rapport d'Elena Garro sur les escapades d'Oswald avec Silva Duran et ses amis communistes cubains aurait été accablant. Les employés de Cuba, comme Silvia, étaient précisément les gens dont Oswald avait eu besoin pour organiser sa fuite. Pire encore, le service de renseignement Castro était logé dans l'ambassade, là où Oswald s'était fait de nombreux amis avec lesquels il était sorti et faire la fête pendant son temps libre. Parce qu'en fait, dans le livre, quand vous lisez le livre, il y a des épisodes sur Mexico. Lee Harvey Oswald a été là-bas, Jerry Cobb a menacé certaines personnes dans l'entourage d'Oswald. Il faut lire le livre, quoi, pour comprendre plus précisément toute l'histoire, quoi. Si le lendemain de l'assassinat de JFK et Elena ont mis en scène une manifestation improvisée à l'ambassade de Cuba et crié « Assassin, assassin » à l'intention des employés cubains, si Oswald s'était échappé après avoir fréquenté Silva Duran, tout le monde aurait tout de suite tiré la même conclusion. On ne peut imaginer le retentissement de la presse qu'aurait donné cette histoire à Garro, qui serait devenue la pièce centrale d'un récit établissant qu'Oswald avait toujours travaillé pour les castristes. Mais il n'a pas réussi à sortir de Dallas. Oswald. Une succession d'événements privés a empêché sa fuite. Son portrait est diffusé dans la radio de la police dans l'heure qui suivait l'assassinat bien plus tôt que prévu et s'est gravé dans l'esprit d'un policier de Dallas. Pendant ce temps, paniqué par la possibilité d'être reconnu, Oswald a fait le mauvais choix, précipitant son arrestation. Alors elle dit toujours dans le livre, j'imagine que vous ne serez pas étonné d'apprendre que la station de Mexico n'a pas vraiment procédé à une enquête approfondie sur le passager transféré sur l'avion de ligne cubain. Le manifeste de vol a bien été étudié, mais sans résultat. Mais quelques années plus tard, la commission spéciale a demandé à la CIA de produire la réponse de la station de Mexico à l'ordre qui lui avait été donné de procéder à une enquête. L'agence a déclaré que la station n'avait pas répondu.
La conclusion qu'Oswald avait agi seul maintenant était une certitude et toutes les pistes qui allaient dans ce sens étaient ignorées. Prière de ne pas déranger, c'est ce qu'elle dit, quoi. Donc, vous voyez, si elle avait réussi son coup, Oswald, c'est ce qu'il dit les documents, ben, elle aurait fui les États-Unis, quoi. Direction la Havane, quoi. Passons au chapitre suivant, essayer de tuer Fidel Castro. Il y a d'après les documents que Maria Vincic, il y a des coïncidences troublantes et étonnantes dans ce chapitre. Et moi je l'ai vu, je vais vous retranscrire qu'est-ce qu'elle dit. C'est un peu long, hein, toujours un peu long parce que c'est bien documenté, donc c'est des belles histoires américaines que j'adore. Et donc je vais vous lire qu'est-ce qui se passe exactement parce qu'ils vont recruter quelqu'un qui est le directeur du bureau du Premier ministre, Castro à l'époque, Fidel Castro. Et donc il va se passer beaucoup d'épisodes avec cet espion cubain, enfin cet agent double cubain, parce qu'il va pas faire les choses comme il faut, quoi. Donc je vous lis un peu le chapitre qui est un peu long. 3 niveaux de coïncidence étonnantes. Jerry, qui se faisait appeler à l'époque comme espionne June Cobbett, et Catherine Tafe. La cible de June Cobb et de Catherine Tafe était la même, le régime castriste de Fidel Castro. Il s'agissait de l'éliminer, quoi, en fait. Tous deux espionnaient son entourage direct et transmettaient des rapports à ce sujet au service de renseignement américain. Tous deux s'employaient à bâtir à la Havane un réseau clandestin visant à retourner les lieutenants fidèles contre leur chef. Chacun de ces 2 réseaux souterrains reposait sur une source de haut niveau au sein d'une branche importante du gouvernement cubain. Lorsque les chronologies respectives des activités de Tafe et de June, qui est Jerry dans la réalité, n'étaient pas totalement parallèles, elles alternaient en damier. Tout au long de l'année 60, en 1960, Cobb avait remis ses rapports à ses officiers traitants de la CIA, succédant en quelque sorte à Catherine Tafe, qui en 1959 transmettait régulièrement ces informations aux autorités cubaines lors des séances de débriefing avec le FBI. Mais cette série étonnante de coïncidences caractérise jusqu'au moindre détail leur mission. À New York, à la Havane, Cobb et Taft habitaient tous deux à l'hôtel qui était leur résidence principale. À Cuba, elles avaient séjourné dans le même établissement, le Havana Hilton, avec des numéros chambres étonnamment ressemblants. L'une, 2031 pour Taft et 2130 pour Cobb. Elles remettaient toutes les deux leurs notes d'hôtel au gouvernement cubain qui les payait rubis sur ongle puisque les autorités de la Havane étaient convaincues que les 2 femmes travaillaient bien pour elles. Des sources du FBI datant de l'époque de sa mission à Cuba indiquent que Catherine Tafe travaillait auparavant pour le Federal Bureau of Narcotics, l'agence de drogue antidrogue du gouvernement américain. Donc elle dit effectivement, la base de données sur l'arsenal de John Kennedy indiquait 675 résultats pour les termes colombiens restaurants. C'est ce qu'elle découvre aussi, quoi. Donc elle raconte un épisode avec un mafieux américain qui s'appelle Santo Traficante Junior. C'est un habitué de cet établissement et il y a été abondamment cité dans les archives concernant JFK. C'est parce qu'il avait aidé la CIA dans son complot visant à éliminer Castro. En fait, lui, il fait le lien avec des autres trafiquants pour donner un poison aux agents de la CIA pour assassiner Castro, quoi, en résumé. Donc, il existe des versions contradictoires sur son rôle dans cette affaire. Lui-même a déclaré au Congrès qu'il servait de traducteur aux agents en quête des intermédiaires pour faire parvenir les pilules empoisonnées aux tueurs recrutés par la CIA. On dit aussi qu'il a mis ses propres courriers à disposition de l'agence. Quoi qu'il en soit, Traficante a joué un rôle d'entremetteur entre la CIA et des individus souhaitant voyager à Cuba, et lui aussi a admis qu'il connaissait le tueur John Horta. Donc John Horta, c'est le Cubain qui travaille au bureau du Premier ministre pour Fidel Castro. Parce qu'en fait, à l'époque, en 60, 61 ou 59, ils avaient peur, les Cubains, que les États-Unis envahissent l'île, quoi. Donc, ils ont mis un mur entre eux et des gens, et donc il fallait passer par les directeurs des cabinets, les gens haut placés dans le gouvernement cubain pour pouvoir accès à Castro et à Che Guevara, quoi. Alors, mais les liens entre Traficante et June ne s'arrêtent pas là. Propriétaire dans l'île d'un casino de luxe tapageur et célèbre pour sa mainmise sur le marché local de l'héroïne, il avait vécu à Cuba tout au long des années. C'est à cette époque que le fiancé de June Cobb, qui s'appelle Jerry Cobb dans la réalité, il s'appelle Rafael Hernandez, c'était le fiancé de l'esclave de la CIA, c'était aussi lancé dans le trafic de l'héroïne à Cuba.
Associé avec son frère, il fabriquait des stupéfiants en Amérique du Sud et l'acheminait vers la Havane, souvent accompagné par June. Tout coïncide, hein? June, l'espionne de la CIA dans la jungle, en Amérique du Sud, en train de fabriquer de l'héroïne avec son copain, elle le balance au service antidrogue des États-Unis. Bien sûr, le type il va au frigo, mais elle arrive sur l'île, quoi. Elle se fait passer pour une castrite pure jus, quoi. Alors, ça fait beaucoup de points communs. Trafic d'héroïne à destination de Cuba, collaboration avec la CIA contre Castro, et June et Traficante connaissaient tous deux les tueurs recrutés par Washington. Voilà. On peut même se dire à quelle table du restaurant Columbia le mafieux faisait-il ses petites affaires. C'est pas mal, hein, comme déduction. Hein. Alors, il y a des chapitres. Le moment d'appuyer sur le bouton, décembre 60. Écoutez la suite, là, c'est très intéressant. Recruter un tueur est une affaire délicate. La personne qui propose ce type de travail doit avoir confiance dans l'assassin potentiel. Elle doit trouver le ton juste pour le convaincre. Il serait bien également utile de bien comprendre quel peut être l'intérêt du tueur dans cette affaire. C'est pourquoi, lorsque June Cobb est réapparue au lendemain de la mission de Kijuwin en Afrique, elle a longuement discuté avec son officier traitant de la meilleure manière de gagner June Cobb à leur cause. Alors, Kijuwin, QJWN, donc c'est le cryptonyme, hein. C'est des noms d'opérations qui apparaissent dans les JFK records, c'est ce qu'elle a découvert, quoi. Horta est effectivement fini accepté par empoisonner Fidel Castro, un épisode que les historiens considèrent aujourd'hui comme le plus important tentative faite par Washington pour éliminer le leader cubain. Le projet d'assassinat est bien documenté. Il était censé fonctionner de concert avec l'autre opération soutenue par la CIA visant à renverser le régime castriste, à savoir le débarquement d'une troupe exilée dans la baie de Cochon au printemps 61. L'agence avait envoyé à Horta des pilules empoisonnées dans les semaines précédant cette invasion. Les deux complots étaient au départ une initiative de l'administration Eisenhower dont Kennedy avait hérité. Ils furent aussi l'échec le plus catastrophique de JFK. Mais les livres d'histoire ne décrivent pas le rôle de June Cobb dans cette affaire, parce que lorsque les officiers de la CIA impliqués dans sa planification ont été interrogés par le Congrès, ils ont présenté une version qui la passait totalement sous silence. D'après eux, c'était des gangsters ayant des liens avec la CIA qui avaient recruté John Horta pour assassiner Castro. Et c'était également la mafia qui avait livré les pilules empoisonnées. Or, comme je l'ai découvert en recomposant les fragments des dossiers de la CIA sur June Cobb, c'est en réalité cette dernière qui avait approché Horta pour faire le travail, parce que June était sur le terrain, donc vous savez, un espion dans une organisation, comme dans un pays, il va s'occuper du top management, ceux qui ont une place stratégique, qui commandent des hommes, c'est ceux-là qu'il faut recruter. Donc c'est ce qu'elle a fait June Cobb. Alors pour ce faire, des dizaines de communications internes à l'agence démontrent qu'elle avait pris contact avec lui et conçu le moyen de lui livrer les pilules. Alors on peut citer l'exemple, citer ce passage rédigé le 21 décembre 1960 dans lequel June Cobb, dont l'acronyme est AMUPAS, n'oublions pas, qui évoquait un poison mortel qui propose de confier à John Horta une action clandestine. Voilà, donc June a bien recruté John Horta, quoi, le directeur du cabinet, pas le directeur du cabinet, mais à l'époque on disait directeur du bureau du Premier ministre, quoi. Voilà. Alors, on continue, hein. Là c'est devenu plus intéressant. John Horta a reçu depuis Miami les pilules empoisonnées devant servir à une tentative d'assassinat conçue pour coïncider avec l'opération de la baie de Cochon. Le déroulement des événements tels qu'on le connaît correspond d'assez peu aux propos de June, qui montre bien que l'idée de demander à Jordan d'appuyer sur le bouton venait d'elle et son officier traitant, pas de la mafia. La manœuvre qu'elle suggérait, à savoir rester sur l'île pour mener une opération clandestine, portait un nom dans le jargon de l'espionnage où était considéré comme une des tactiques les plus prisées, la défection sur place. Voilà. Donc là, l'auteur du livre, en faisant son enquête, elle découvre que June Cobb connaissait bien John Horta, d'où leur familiarité en scène les mettait leur familiarité en scène les mettait dans une position idéale pour le convaincre de passer à l'action contre Castro. Mais avant de nous pencher dans cet épisode, prenons le temps de constituer le puzzle des relations entre June, Castro et d'essayer d'avoir une vue d'ensemble. Elle dirait que dans ma chronologie, June Cobb fait son apparition à Cuba juste après le départ de Catherine Tafe et reprend presque sans transition son travail de subversion du régime de Cuba. Si Taft et Cobb est en réalité la même agent secret,
agissant sous deux identités différentes. Alors le recrutement de June Horta n'était pas une simple procédure de recrutement bureaucratique, mais plutôt une démarche reposant sur la solidarité entre combattants dans la clandestinité anticastriste. Remarquez l'usage conditionnel dans le message de June mentionné ci-dessus. Je crois qu'il Horta pourrait rester sur place et mener une opération clandestine, comme si elle n'était pas sûre de son fait. Alors Cobb et Taft ne faisant qu'un, ça veut dire que June était familière des idées et des agissements de la clandestinité anticastriste depuis les débuts des années 59 et qu'elle avait savait exactement qui en faisait partie. N'oublions pas qu'en juillet 59, c'est Taft qu'on doit, ce qui est sans doute le premier exemple documenté d'une conversation concernant l'assassinat de Castro. Raoul et Fidel doivent être éliminés. Voilà quoi. Alors ce June Horta, il va se réfugier pendant 3 ans et demi parce qu'il va rater l'assassinat de Castro, donc il va se réfugier à l'ambassade du Venezuela, je crois, c'est ça, je me rappelle bien, ou du Mexique là. Et donc il se faisait appeler comme Docteur Horta pour la CIA. Ils ont collaboré avec la CIA. Donc eux, en fait, la CIA le décrit dans les enquêtes comme un simple gratte-papier. En fait, c'était pas un simple gratte-papier. Donc on a bien compris que la CIA, en fait, dans les commissions d'enquête, il se la joue sans donner d'importance aux personnages qui agissent dans la clandestinité. Ils cachent la vérité, quoi. Alors, au même moment, l'IFBI dans ses tiroirs plein de documents dépeignant Horta comme un rebelle et un activiste directement impliqué dans tout un circuit de transport d'hommes et d'armement à Miami et dans les Caraïbes. Les autorités américaines savaient pertinemment qu'il dirigeait le réseau de renseignement de Castro à Miami. Le ministère de la Justice avait un long dossier sur lui. Il était accusé entre autres de faux témoignages et de trafic d'armes. Impossible. Pourtant, les biens étaient restés les bras croisés lorsque ces agents avaient eu l'occasion de le faire incarcérer en 1959. Une passivité que la presse avait alors décrite comme un cadeau de Noël. Même les lecteurs des New York Times savaient qu'Horta avait été inculpé pour avoir organisé un vol illégal à destination de Miami, à partir de Cuba. Hein. Et c'était un scandale international qui avait fait la une des journaux au moment même où June Cobb a été recruté par la CIA. C'est fou, hein? On peut penser que ce Joel Horta est un agent double. C'est ma conviction. Pourquoi l'agence faisait-elle ainsi passer Joel Horta pour un simple personnage inoffensif, un gratte-papier? Peut-être pour la même raison que June Cobb était présentée comme une novice. Horta et Cobb étaient au cœur d'un programme ultra secret visant à assassiner un leader étranger. Ça implique une bonne part de désinformation, des fausses pistes dont étaient truffés les documents les concernant. La CIA devait être en mesure de nier son implication dans cette affaire. Taft et Cobb partageaient la même cible, Fidel Castro. Catherine Taft avait évoqué son élimination. June Cobb était prête à s'acquitter de la tâche. Voilà. On apprend aussi dans ces documents qu'ils offraient 250 000 à 400 000 dollars ajustés à l'inflation en sus de la prise en charge de la famille si un de leurs agents de la CIA réussissait à assassiner Castro, quoi. C'était la prime qui était promise. C'était l'argent qui était promis au tueur, quoi. Voilà, quoi. Voilà ce que je vois. À la lecture de la lettre de June, n'oublions pas qu'un des brouillons incomplets, on peut croire que la CIA était tellement inepte qu'elle demandait inopément au tueur qu'elle avait recruté de faire défection avant d'avoir éliminé sa cible. Alors, l'auteur dira que pour les lecteurs qui lisent le livre, il y a quelques familiarités avec les nombreuses tentatives de tuer Fidel Castro. Ils vont être surpris par le rôle de June Cobb dans cette affaire. La version officielle de la CIA, c'était qu'en effet que June Horta avait été recruté par la mafia, qui lui aurait fait les pilules empoisonnées, mais dès lors qu'il s'agit d'une opération conçue pour pouvoir être démentie, il n'est pas surprenant qu'il y ait différentes versions d'histoire. Voilà. Donc, avant d'examiner les documents, elle a conclu que c'est bien June Cobb qui organisait la livraison du poison à June Horta. Faisant un petit détour, essayons d'en savoir davantage sur la manière dont la CIA a caractérisé les relations avec la mafia dans cette affaire. Lorsqu'on dispose de deux versions de la même histoire, les deux contiennent souvent une part de vérité, mais nous comprendrons mieux qu'est-ce qui s'est passé entre June Cobb et Horta que si nous analysons ce que la CIA a déclaré quelques années plus tard dans la commission d'enquête et quels sont les messages qu'elle a proférés sous serment pour le protéger, quoi. Donc, c'est la même histoire, hein. Tout ce qui s'est passé, en réalité, il manque, quoi, à la CIA. Donc c'est bien un complot, quoi. Alors, pour continuer, il y a un chapitre où Oswald, Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé
présumé de la commission Warren, quoi, c'est elle qui le dit, il est à Mexico. Il y a un chapitre en fait dans le livre où il y a une interaction entre l'espionne de la CIA, June Cobb, et Oswald. Je vais vous la lire en résumé. Alors, l'histoire de June Cobb et d'Elena Garro. Une fois soupçonnée d'espionnage et donc interdite de séjour à Cuba, June fut transférée à Mexico, où elle a commencé à informer la CIA sur les milieux intellectuels de gauche. Elle y restera entre juin 61 et juillet 62. L'assassinat de Kennedy survenant en plein milieu de cette période. L'incident qui devait attirer sur l'attention des enquêteurs s'est produit un an après l'attentat en 64, lors de la publication du rapport Warren. Ce fameux rapport était censé élucider le crime qui se concentrait essentiellement sur la vie et les déplacements de Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé. La commission Warren conclut sans équivoque qu'au moment de planifier et exécuter en plein jour l'assassinat du président Kennedy, Lee Harvey Oswald avait agi seul. Malheureusement, le rapport Warren s'est abstenu d'explorer l'idée qu'Oswald aurait pu bénéficier d'une aide extérieure lors de cette sinistre entreprise. En partie parce que la CIA et les FBI n'ont pas été très coopératifs. En revanche, on y trouve un historique détaillé plutôt bien fait des déplacements d'Oswald dans les mois qui ont précédé l'assassinat, le plus énigmatique étant un voyage à Mexico effectué 2 mois avant l'attentat. Fin septembre 63, Oswald est resté plusieurs jours dans la capitale mexicaine pour tenter d'obtenir un visa qui lui permettrait de rapatrier sa famille en Union soviétique. Pour ce faire, il contactait donc l'ambassade, et l'ambassade lui a donné un refus parce qu'il n'a pas bien préparé ses documents, son dossier pour son comportement hostile, quoi. Pour le rapport Warren, ce voyage fut une entreprise solitaire. Oswald ne s'est rendu au Mexique que dans l'unique but d'obtenir un visa et essuyant un échec, il était rentré chez lui à nouveau seul. Le problème, c'est qu'un témoin a rencontré Oswald à Mexico et qu'il n'était pas seul. Elle s'appelle Elena Garro, elle est romancière et dramaturge respectée et bien connue des milieux intellectuels latino-américains et était convaincue que le rapport Warren offrirait une explication à tout ce qu'elle avait pu voir dans les semaines précédant l'attentat. Il ne fut rien. Choquée par les lacunes de l'enquête, elle s'efforça de contacter les autorités américaines, mais avant qu'elle arrive à ses fins, elle a reçu une visite de June Cobb, l'espionne de la CIA, quoi. La dite visite s'est mal passée, très mal. June fit pression sur Garro pour qu'elle réserve ses informations sur Oswald à des réunions qu'elle proposait d'organiser avec les chefs de la station de la CIA à Mexico ou bien avec les autorités américaines au Texas. Bizarre, hein? Alors, on continue. Garro n'en voulait rien savoir. Elle tenta de contacter Robert Kennedy à l'occasion de son arrivée à l'aéroport de Mexico. Elle n'a pas réussi à lui parler, mais une fois rentrée chez elle, elle fit la découverte macabre. Quelqu'un avait cassé la patte de son chat et il lui avait fracassé les côtes pendant son absence. Le responsable de ce méfait ne pouvait être que June Cobb. C'est cet incident qui amena les membres de la commission d'enquête de la Chambre des représentants à s'intéresser à Cobb en 1978, quoi. C'est la raison pour laquelle elle devint l'un des témoins les plus recherchés pour cette commission, au même titre qu'Elena Garro, quoi. J'avais brièvement évoqué la triste mésaventure du pauvre chat d'Elena avec Jerry à New York. Mais pour être sincère, je n'avais pas encore réalisé toutes ces implications. En interne, la CIA niait tout fondement à cette accusation et faisait circuler la rumeur qu'Elena Garro était cinglée. Oh punaise, que je rigole. Mais si ce n'est que raconter les criminels mexicains était vrai et que June Cobb avait bien mutilé son chat pour l'intimider, alors June était un monstre. Il n'y avait pas d'autre alternative à ces deux versions opposées, quoi. Voilà, quoi. C'était un épisode de Mexico, quoi. Donc, voilà. On va passer à l'épisode qui s'appelle La poupée babouchka. Donc là, c'est une théorie, hein. C'est une théorie qu'il faut vérifier, hein. Je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est très intéressante. Que je trouve peut-être qui est vraie. On ne sait pas. There's some discussion now as to whether there was 1 or 2 shots that hit him, but the first shot rang out, and I was positive when I saw the look on his face and saw him grab his chest and saw the reaction of his wife that he had been shot. And just at that time, which was probably a few seconds later, the second shot rang out, and he... Alors, on va parler d'un autre chapitre, Lady Babouchka, c'est comme ça, Babouchka, quoi, c'est comme ça que ça s'appelle ce chapitre dans le livre. Elle y fait référence à une femme, une blonde, qui ressemble à Jerry Cobb, l'espionne de la CIA,
qui était présent sur le Dealey Plaza lorsque le président Kennedy passait avec sa voiture. Cette femme, elle a un foulard, hein, je vais vous projeter la séquence. Et en fait, cette femme correspond physiquement à Jerry Cobb dans son allure. L'auteur du livre, Maria Vencic, se demandera même si c'est pas elle. Puisqu'en fait, cette femme tenait une caméra de manière professionnelle. Son positionnement aussi, il n'était pas familier comme monsieur tout le monde, comme il tient une caméra, quoi. Et on découvre aussi dans le livre que les services de renseignement cherchaient après cette femme. Ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas découvert comment elle s'appelle, et les images ont disparu, quoi. Ce qui était très étonnant, quoi. Et je vous lis un peu qu'est-ce qu'elle disait, quoi. Babouchka au premier plan, vêtue d'un impérial et d'un foulard. Le documentaire nous offre un plan fixe sur cette babouchka que l'on aperçoit de dos alors que le président est assassiné juste devant elle. C'est une femme blonde, athlétique, aux allures imposantes, vêtue d'un grand imperméable, le visage en partie dissimulé par un foulard. Elle braque une caméra sur Kennedy, mais ce qui me frappe, c'est sa posture. Elle a les genoux légèrement cagneux, comme Jerry, chez qui j'ai souvent observé la même posture et la même démarche, tant dans la réalité que sur ses photos, quoi. Voilà, quoi, c'est ce qu'elle dirait, quoi. C'est bizarre, hein, je vous dis, on ne sait pas si c'est elle, hein, si c'est vraiment Jerry, l'espionne de la CIA, quoi, si cette femme était vraiment en complot avec la caméra. Alors, on découvre aussi dans le livre, en faisant les recherches, hein, dans les archives nationales, Lumumba, Félix Lumumba, je pense, c'est l'ancien Premier ministre de Congo, quoi. Voilà, quand il a été assassiné. Lumumba, en fait, il y avait un coup d'État 2 mois avant, c'est l'autre dictateur, Mobutu, qui a pris le pouvoir. Donc elle raconte, en matière d'assassinat, le terme action désigne l'acte homicide commis par la cible, contre la cible, ou exécutive. Une fois de plus, la préoccupation principale de la CIA était de camoufler la main de Washington, et l'un des moyens d'y parvenir était de faire sous-traiter l'action tout en facilitant sa réalisation. Donc en fait, elle découvre dans les archives cette histoire du moment de la CIA, quoi. En fait, donc le programme pour tuer les dirigeants étrangers s'appelle QJWIN, WIN, et donc elle voit des documents dans les archives, hein, donc elle raconte l'histoire, c'est ce que je fais, quoi. La caravane de Lumumba n'a jamais atteint Stanleyville. Avec l'assistance d'un avion de surveillance prêté par un allié étranger, elle a été repérée et prise en assaut par les troupes du colonel Mobutu, un pion de Washington et ennemi juré de Lumumba qui s'était emparé du pouvoir sans effusion de sang 2 mois auparavant, quoi. C'est Mobutu, donc Mobutu c'est un dictateur, un général, quoi, qui, pendant 20 ans, avant qu'il soit renversé par un résistant à son tour, quoi. C'est Mobutu qui avait aidé Kujukwin à mettre au point son plan d'exfiltration du révolutionnaire congolais entre le 20 et le 26 novembre. Lumumba a été capturé à minuit le 1er décembre 60, puis ramené à Léopoldville. Il est tabassé et emprisonné à Tisville, l'actuel Mamza-Nungo, à une centaine de kilomètres de la capitale. Il est ensuite transféré à Katanga, où l'attend l'inévitable son exécution en rase campagne le 17 janvier 61 par un peloton composé d'officiers belges, de militaires congolais et de mercenaires. C'est du moins ce qui dit la légende. Alors, Kujukwin, le programme de la CIA, n'est plus là depuis longtemps. Non, Kujukwin n'est plus là depuis longtemps et a quitté l'Afrique le mois précédent. Alors, je pense que c'est l'officier traitant de la CIA qui a mis au point ce plan ou qui supervise ce plan. Au siège de la CIA, William Harvey s'installe sa machine à écrire le 11 janvier 61 pour résumer la mission et son succès. Kujukwin a été envoyé sur place avec un objectif opérationnel spécifique et ultra-sensible qui a été atteint. Une conclusion prophétique, puisque ces mots sont décrits plusieurs jours avant une exécution dans les circonstances permettant ainsi de prétendre qu'il n'y est pour rien. À ce jour, le service de renseignement américain nie totalement avoir joué un rôle dans quoi que ce soit la mort de Patrice Lumumba. Donc, on a William Harvey qui écrit une note qui Kujukwin, je ne sais pas si c'est l'officier traitant ou le programme de la CIA, qu'il a fonctionné, donc voilà, quoi. Alors, un autre chapitre, surveillance de Jerry Cobb par la CIA. Donc, Jerry Cobb, donc c'est l'espion de la CIA, hein, qui est autant de Castro, la traductrice officielle de Castro. Donc, elle était surveillée par la CIA, par le FBI. Pourquoi? Parce que à un moment donné, donc elle revient aux États-Unis et elle fait de la politique. Elle écrit des manifestes politiques pour Kennedy.
pour le clan Kennedy, pour l'équipe de campagne de Kennedy. Et donc la CIA se demande, est-ce qu'elle est vraiment agent de la CIA, elle est fidèle au pays, ou bien c'est une agent double. Et donc elle va faire circuler certaines rumeurs à l'étranger sur son rôle à elle, sur ce qu'elle fait aux États-Unis. Et donc ils vont surveiller sa chambre d'hôtel, ils vont récupérer les papiers carbone, parce qu'elle tapait beaucoup elle écrivait beaucoup sur la politique américaine, elle était vue par la CIA comme une gauchiste, alors que c'était une communiste, puisqu'elle travaillait pour Kennedy, non, pour Castro. Donc ça c'est un peu compliqué, Donc je vous lis un peu quelques passages de cet épisode aux États-Unis, Les CIA ayant appris que June Cobb couchait peut-être avec le KGB auraient pu s'attendre à ce qu'elle soit soumise à un protocole de sécurité renforcé. Surveillance des tenteurs de mensonges, évaluation des dégâts, il n'en est rien. Et si l'agence a bien envisagé de dire aux Britanniques qu'elle représentait un risque pour la sécurité, elle a finalement préféré garder le silence, attendant que la question soit soulevée par le MI6. Pendant ce temps, un autre mémo interne était ajouté au dossier de June Cobb. Souffrant maintenant d'instabilité émotionnelle, on lui trouvait une possible susceptibilité d'endoctrinement gauchiste. J'aime bien l'humour de la CIA, franchement. Gauchiste, parce qu'elle a écrit des trucs de gauche, des manifestes politiques, des documents pour le bureau de Kennedy. Le diagnostic reposait sur d'anciennes évaluations de la personnalité versatile de Cobb, auquel il n'avait jamais accordé d'importance, mais qui, ajouté maintenant aux avertissements de Pearson, formait un nouveau récit. Instruction était alors donnée à Cobb qu'elle soit traitée avec prudence exceptionnelle, ce dont on ne fera jamais cas, Voilà, C'est bizarre, je vous l'ai dit, vraiment c'est bizarre, 8 jours avant l'assassinat de Kennedy, le MI6 croyait encore à la CIA un avertissement express. Alors il y a un mec qui s'appelle Ritty, qui était probablement l'agent de KGB, ils ont fait croire à la CIA qu'elle couchait avec lui, Enfin voilà, c'est ce qu'il dit, Il y a quelques histoires à la con, et des coucheries, avec les agents du KGB, Peut-être que c'est vrai, qu'elle couche avec un agent du KGB, on ne sait pas, Voilà, Alors, le 28 novembre 1963, l'approbation opérationnelle de June à la CIA, c'est-à-dire les documents internes formellement requis pour son emploi comme agent, a été subitement annulée à la suite d'une bourde administrative. Quelqu'un avait oublié de remplir à temps les formulaires nécessaires. Le couac a été rapidement réparé, mais il a réellement eu pour effet de faire disparaître Cobb du registre des agents juste avant l'assassinat de Kennedy. C'est pas mal, ils ont effacé la bonne femme l'espionne qui a participé au complot comme quelqu'un qui n'existait pas à la CIA, Voilà. Donc, il y a encore des chapitres, moi j'ai fait des résumés, Alors, on arrive à la fin du livre, Comme je vous l'ai dit, c'est un bon livre à lire, pour ceux qui ont vécu ou qui aiment comme moi le président des États-Unis, JFK, parce qu'il a fait beaucoup pour les droits civiques, les libertés des Noirs, il ne voulait pas la guerre, il a créé un canal de discussion entre Khrouchtchev et lui, il n'a pas envahi Cuba, Donc, il y a le documentaire du réalisateur américain, je ne sais plus comment il s'appelle, qui avait réalisé le film JFK, il y a un documentaire où on parle de politique étrangère et tout ça, Mais ce livre, il est bon parce que, elle a accès à l'information. Une source lui a dit, intéresse-toi à cette personne. Et voilà, ça a démarré comme ça l'histoire pour Maria Vinci, l'auteur du livre, qui a écrit le livre. Pour ceux qui s'intéressent au personnage, qui doutent, qui pensent que c'est lié à Oswald qui a tué Kennedy, c'est pas lui qui l'a tué, c'est un complot, c'est des autres personnes qui étaient là dans le Dealey Plaza et qui l'ont assassiné. Mais ce livre, il livre pour la première fois avec des documents factuels un voile sur le complot et sur l'assassinat de Kennedy par la CIA. Et donc ça c'est bien parce qu'elle les documente, elle a accès aux documents, elle a écrit le livre. Maintenant, si ça intéresse, si vous êtes prêt à suivre l'histoire, vous pouvez vous procurer les livres. Moi j'ai lu en français. Il est sur, vous l'avez vu, la vidéo, il est sur l'écran, Vous pouvez l'acheter. Moi j'ai eu la chance de le lire gratuitement. Donc voilà, moi je l'ai lu. J'ai apprécié. C'était long au début, c'est un peu chronophage, parce qu'elle explique qu'elle lit les documents, les milliers de documents, qu'elle ne comprend pas les expressions,
tic et tchac, quoi, et donc elle comprend pas très bien, mais après, pendant 10 ans, Maria Wensick, l'auteur du livre, elle a côtoyé l'espion de la CIA. Pendant ces 12 années, j'ai appris à la connaître. J'ai fini la connaître, l'agent de la CIA, quoi, Jerry Cobb. J'ai fini par comprendre que ces fusées rétillantes, ces avions étincelants et les libertés dont nous jouissons aux États-Unis ont un prix. Les forces du bien et du mal dans notre pays, dans notre monde et dans nos cœurs. Ce livre est un combat mortel. Mon esprit revient pourtant toujours à cet ami du milieu du renseignement qui m'avait averti à propos de mon film. J'aurais du mal à raconter cette histoire, il y aurait des problèmes, avait-elle dit. Peut-être que le moment n'est-il pas encore venu, avait-elle ajouté. Alors que dire? L'histoire que j'ai découverte à l'issue de ces 12 années pourra-t-elle un jour être racontée? Ou les applaudissements sont-ils toujours réservés à un mensonge magnifique pendant que les vérités moins flamboyantes sombrent sous le poids d'une noirceur dont personne ne veut entendre parler? J'ai misé les 12 dernières années de ma vie sur les États-Unis et leur liberté. J'attends maintenant de voir s'ils vont se lever pour exaucer mes espérances. Jerry Cobb était morte. Elle est morte le 18 mars 2019, alors que je rédigeais la 3e version du livre. Je suis toujours là. Je crois qu'il est de mon devoir, si difficile soit-il, de vous dire que je sais que cette femme qui a été beaucoup de choses, une espionne, une exploratrice, une joueuse, une astronaute, une illusionniste, une narcissique, un escroc. Elle n'était pas la femme que j'espérais qu'elle soit. Vous non plus, j'en suis sûr. Jerry Cobb a bien été bien des choses, mais je peux dire aujourd'hui, avec une relative certitude, qu'elle était d'abord un éclat de lumière réfractée. Elle est aussi devenue, sans aucun doute, une femme que je connais. Bon, on est en 2024. J'ai mis 6 mois pour vous raconter, pour faire ce résumé, parce que je suis un peu fainéant, je fais beaucoup d'activités dans la vie, mais j'ai mis 6 mois pour faire cette vidéo. Le livre il est un peu gros pour lire, vous en avez pour votre argent. On verra dans le futur si un jour de mon vivant ou de votre vivant les documents sont déclassifiés, parce qu'il y a encore des gens qui sont vivants, qui ont participé à ce complot, l'assassinat de Kennedy. C'est pour ça qu'on ne divulgue pas, le gouvernement des États-Unis ne divulgue pas, ils sont confidentiels défense, les documents sont caviardés. On verra ça dans le futur un jour, ils vont déclasser tout. Et on verra bien si Maria Wensick avait raison, que Jerry Cobb était bien une agent de la CIA. Mais moi, je la crois, je sais que c'est vrai. Puisqu'elle a eu accès à des informations privilégiées d'un informateur. Elle a consulté les documents sur l'assassinat de Kennedy. Donc, on sait que c'est vrai, qu'est-ce qu'elle dit, quoi. Donc, si vous êtes intéressé, c'est un très bon livre. Moi, je dors sur mes 2 oreilles.